Innovation, c'est un mot qui est synonyme pour un grand nombre de porteurs de projets, de dynamisme, de créativité, tout simplement d'espoir de réussite, mais qui peut également soulever dans leur esprit des questions en termes de faisabilité et de viabilité d'un tel projet. C'est toute cette richesse de la notion d'innovation que nous allons analyser aujourd'hui avec vous, Frédéric Iselin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à HEC Paris et directeur du Centre d'entrepreneuriat. Alors commençons par une question simple, mais qui aura le mérite de cadrer le débat. On parle souvent d'invention, d'innovation, de rupture technologique, mais pouvez-vous nous dire ce que recouvre exactement cette notion d'innovation ? Oui, alors il faut préciser que l'innovation en France est trop souvent assimilée à technologie. On est un pays qui a une culture d'ingénieurs, on a un écosystème extrêmement étoffé en matière d'aide aux projets innovants technologiques. On ne peut pas citer Oseo, on peut citer le crédit d'impôt recherche, on peut citer le statut de la jeune entreprise innovante, et j'en passe. Donc, on a fait cette assimilation en France, et de fait, l'innovation non technologique, qui est pourtant extrêmement intéressante et potentiellement autant créatrice de valeur que l'innovation technologique, comme ça a été prouvé à de nombreuses occasions. Cette innovation non technologique est un petit peu oubliée chez nous. Donc l'idéal serait qu'on comprenne qu'il y a un potentiel, la technologie bien sûr est un levier extraordinaire d'innovation, mais qu'il y a également un potentiel dans des innovations d'un autre type qui sont tout aussi efficaces. Donc justement, quelles sont les grandes catégories d'innovation ? Il existe plusieurs typologies d'innovation. Je vous proposerai simplement une qui a le mérite d'être, selon moi, assez claire. On a 4 types d'innovation. L'innovation technologique, il faut ne pas l'oublier. On peut prendre l'exemple du Kevlar, qui a été inventé par de la R&D et qui a donné lieu à des produits extrêmement innovants et créateurs de valeur. Le deuxième type, c'est l'innovation de business model. Et on peut citer toutes les entreprises low cost, et notamment les compagnies aériennes. Et on peut prendre l'exemple de Southwest Airlines, qui a inventé ce modèle il y a maintenant plus de 30 ans aux États-Unis, avec le succès qu'on sait, puisque c'est la seule entreprise, la seule compagnie aérienne américaine qui a été profitable depuis l'origine, et malgré toutes les turbulences et toutes les crises qu'ont connues le secteur aérien aux États-Unis. On peut citer l'innovation de processus de fabrication, comme par exemple la Ford E.T., qui a inventé le taylorisme et finalement une nouvelle façon de construire des automobiles, avec également le succès qu'on sait. Et puis on peut imaginer enfin, en dernier lieu, l'innovation de design. Et quand on parle d'innovation de design, évidemment on pense à Apple. Apple dépense 2 fois moins en R&D que les autres constructeurs informatiques par rapport à son chiffre d'affaires, mais dépense évidemment beaucoup plus en design avec les performances qu'on connaît et le succès qu'on sait. D'accord. Donc je me mets maintenant à la place d'un porteur de projet innovant qui a 2 questions. La première, c'est comment puis-je vérifier que mon idée est véritablement innovante ? Et la seconde, c'est comment savoir si cette idée innovante a un potentiel de croissance ? Trop souvent, les innovations apportées sur le marché, et notamment les innovations technologiques, sont des solutions qui recherchent une question, c'est-à-dire un besoin. Il ne s'agit pas d'apporter une solution si les clients n'ont pas de problème. Donc, il faut s'assurer que ce qu'on s'apprête à lancer, avec une intuition qui est naturelle et qui est nécessaire, même au départ, pour qu'il y ait une étincelle, qu'on vérifie si cette intuition, finalement, est partagée par les clients. Donc la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des clients qui ont un problème et est-ce que la solution que je m'apprête à leur apporter est de nature à régler ce problème, voire à permettre à des clients de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et à cette simple question, en général, la moitié ou les 3/4 des projets de création innovantes, d'entreprises innovantes, ne résistent pas. Donc c'est une question redoutable. Une fois qu'on sait qu'il y a un besoin, donc ce qu'on appelle une opportunité de marché, que ce besoin est aigu, puisque plus la souffrance du client est importante, plus on a la possibilité de créer de la valeur, il faut savoir si finalement ce besoin est partagé, c'est-à-dire s'il y a un marché. Il ne s'agit pas de créer une entreprise pour un client qui aurait un besoin. Il faut être sûr que ce besoin est partagé. Donc si on a à la fois un besoin qui est aigu et partagé par un nombre de clients suffisamment important pour que l'entreprise puisse faire du profit, on a là un bon projet. En tout cas, on a les fondamentaux d'un bon projet. D'accord. Donc, mis à part la question du besoin, quelle autre question fondamentale doit se poser d'emblée le porteur de projet innovant ? Une fois qu'on a un bon projet, il faut savoir si on a la bonne équipe pour le mener.
parce qu'on peut avoir une très bonne idée qui n'aboutit à rien parce qu'on n'a pas la bonne équipe. Et je dis bien équipe. Dans le cadre de l'entreprise, création d'entreprise innovante, on a toujours affaire à des équipes. Moi, je ne connais pas le créateur omniscient, omnipotent qui est capable de tout faire tout seul. Prenons l'exemple de la levée de fonds. Une entreprise innovante a besoin de fonds propres. Eh bien, la levée de fonds, c'est un des associés à plein temps qui ne s'occupe que de ça. Et pendant ce temps-là, il faut bien développer le produit, il faut bien faire avancer la commercialisation, donc il y a plein de choses à faire. Donc il est nécessaire d'avoir une équipe, et il est nécessaire que cette équipe soit, je dirais, bien cadrée par rapport aux facteurs clés de succès du business qu'on s'apprête à faire. Donc quels sont les éléments dont on a besoin, quelles sont les compétences dont on a besoin par rapport au type de clientèle et au type de produit qu'on veut mettre sur le marché. Et les créateurs, ou le créateur au départ, qui peut être une personne seule, mais très rapidement qui doit étoffer son équipe, doit savoir quelles compétences elle couvre elle-même. Est-ce que c'est plutôt un marketeur? Est-ce que c'est plutôt un financier? Est-ce que c'est plutôt un juriste? Est-ce que c'est plutôt un commercial? Est-ce que c'est plutôt un ingénieur? Et aller chercher à étoffer son équipe en fonction des facteurs clés de succès du projet. Et donc ça, c'est un élément absolument essentiel, avoir d'une part un bon projet et d'autre part une bonne équipe. Et vous pouvez toutefois nous confirmer que l'innovation n'est pas réservée uniquement aux grandes structures, aux grandes entreprises. Non, elle est même plutôt réservée aux petites. Une petite entreprise, une start-up a énormément de leviers que n'a pas une grande entreprise. La première chose, c'est qu'elle n'est pas sclérosée par sa propre organisation. Une grande entreprise, c'est une grosse organisation et il y a de la sclérose, évidemment, dans ces grosses organisations. Ensuite, il n'y a pas de problème culturel, a priori, dans une start-up versus une grosse entreprise. Les grosses entreprises sont assises sur des façons de faire du business de façon classique, qu'elles font parfois depuis des années ou des décennies, et souvent avec succès. Et il est difficile, c'est vrai, pour une grande entreprise de comprendre qu'il faut être capable de se remettre en question. Donc la start-up doit agir comme un aiguillon finalement, qui elle va partir de cette feuille blanche, qui lui donne un potentiel d'innovation beaucoup plus important, et qui n'est pas lié par des contrats, des partenariats, une culture, tout ce qui fait que finalement on n'avance pas. Donc la jeune entreprise a beaucoup plus de possibilités, et d'ailleurs ça a été vérifié par des recherches, de faire de l'innovation radicale, qui est la plus potentiellement créateur de valeur, contre la grande entreprise qui, elle, est plutôt habituée à l'innovation incrémentale. Donc, la jeune entreprise qui fait cette innovation radicale, pour des raisons liées à l'organisation, pour des raisons liées à l'historique, pour des raisons liées à la culture, a finalement le temps vraiment d'innover, de mettre son produit ou son service sur le marché. Et avant que la grande entreprise réagisse finalement, avant que ça soit dans son radar et qu'elle comprenne que cette innovation est importante, qu'elles-mêmes doivent trouver des parades pour essayer d'annihiler des avantages concurrentiels de la start-up a des années, je dis bien des années, devant elle pour se faire sa place au soleil. Frédéric Isdin, merci beaucoup pour votre éclairage qui, je n'en doute pas, sera très utile à tous les porteurs de projets innovants qui veulent franchir le pas. À bientôt sur le site de la PCE.